c'est une rupture légale totale de la part de France Télévisions. J'attaquerai un certain nombre de personnes qui sont relayées de fausses informations. Mais est-ce qu'en douce, certains vous donnent des petites informations ? Ils me contactent généralement sous pseudo, ils me demandent de leur répondre sur des messageries cryptées. Je pense que l'honneur d'un élu, c'est surtout pas de revendiquer son appartenance politique, et c'est à la fin d'être utile. Est-ce que vous êtes amoureux ? Malheureusement, j'ai un peu loupé ma vie personnelle. Je suis pas marié à 32 ans, mais je me sens pas condamné. Bienvenue dans le podcast Quelle histoire ? L'histoire de ceux qui aiment la France. Et aujourd'hui, j'ai comme invité Charles Laloncle, député de l'Hérault, député UDR, Union des droites pour la République. Il est âgé de 32 ans. Vous le connaissez, rapporteur d'une commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Aujourd'hui, Charles Laloncle, j'ai envie de savoir qui vous êtes. J'ai envie de savoir quel est votre rapport à la France. Et ce sont les questions qu'on va se poser au fil de ce tout premier podcast. D'abord, comment vous sentez-vous là, aujourd'hui, vous qui êtes sous le feu des projecteurs, vous qui êtes harcelé, critiqué, voire menacé, là, à l'instant T, comment vous sentez-vous ? Déjà, je voudrais vous remercier parce que c'est un honneur d'inaugurer ce tout premier podcast. Moi, je suis ravi d'être avec vous. Je suis ravi de répondre à toutes vos questions sans aucune forme de censure. Effectivement, la période pour moi est assez rude parce que les travaux que je mène depuis plusieurs semaines sont particulièrement exposés. Cette commission d'enquête est inédite à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que l'Assemblée nationale s'intéresse à ces 4 milliards d'euros d'argent public qui permettent de faire fonctionner l'audiovisuel public. Donc, il y a beaucoup d'attaques. D'une partie de l'audiovisuel public, d'une partie aussi des journalistes, certains d'ailleurs faisant partie de médias détenus par des actionnaires auxquels je m'intéresse, comme M. Niel, M. Pigasse, qui ont des contrats de centaines de millions d'euros passés avec le service public. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'attaques auxquelles je ne m'attendais pas forcément, auxquelles je n'avais pas l'habitude. Moi, j'ai peu d'heures de vol politique à mon actif. J'ai été élu il y a un peu plus d'1 an et demi. C'est mon premier mandat. Mais j'estime que quand on veut défendre les Français en toute indépendance, quand on veut parfaitement réaliser son travail d'élu, quand on veut être intègre, eh bien, il faut aussi accepter les critiques, accepter les tentatives de pression et d'intimidation. Et c'est là aussi, je pense, toute la fonction d'un élu et d'un député. Donc, il faut que je l'accepte. Je n'ai pas encore le cuir très épais, mais je pense que ça va venir avec les épreuves. Vous avez l'air de l'avoir quand même. Beaucoup d'attaques, vous ne vous y attendiez pas. Mais qu'est-ce qui vous fait tenir ? Ce qui me fait tenir, c'est... Parce qu'on voit que vous tenez bon, on voit que vous restez calme, on voit que vous restez digne, on voit... Et c'est vrai, parfois, on vous regarde et on se dit, il va peut-être craquer. Voilà, là, il va... Non, vous restez digne. Qu'est-ce qui vous fait tenir ? Ce qui me fait tenir, c'est vraiment l'exigence de vérité. C'est vraiment le souci de la transparence auquel, je crois, ceux qui, aujourd'hui, doivent répondre aux questions de la représentation nationale ne sont malheureusement pas habitués. Mais pour moi, c'est un exercice qui est de salubrité publique. Poser des questions sur le financement, le fonctionnement, la neutralité de l'audiovisuel public sont des questions attendues par des millions de Français. J'ai moi-même été, je pense, éveillé à la politique, à un nombre de débats de société grâce à des formats magnifiques quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Je pense à un exemple précis, c'est par exemple C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, c'était diffusé par exemple, c'était relayé par nos professeurs, nos instituteurs quand j'étais au primaire et au collège. Aujourd'hui, malheureusement, l'audiovisuel public ne propose plus ce type de programme. C'était pourtant un programme qui était magnifique. Les parents pouvaient aller sur des chaînes YouTube ou sur Internet pour rediffuser auprès de leurs enfants ces contenus-là. Les professeurs y avaient totale disposition. Il y avait même un label qui était passé avec l'enseignement et les programmes éducatifs. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Il y a aussi un certain nombre de programmes politiques. Je pense au grand débat d'Arlette Chabot, notamment lors de la campagne de 2007. C'était un programme face aux Français. Je pense à des programmes comme Envoyé spécial. À l'époque, quand j'étais au collège, j'en ratais pas un. Donc, j'ai été longtemps particulièrement attaché à ces formats-là. Comme beaucoup de Français. Comme beaucoup de Français, comme des millions de Français. Mais aujourd'hui, force est de constater que le risque de quasi-faillite constaté par la Cour des comptes, les entorses régulières aux principes qui sont pourtant des objectifs à valeur constitutionnelle, d'honnêteté, d'impartialité, de pluralisme. Constitutionnel, législatif, il y a beaucoup d'entorses à la loi.
Exactement. Les différentes aussi dysfonctionnements, quand on voit par exemple qu'il y a des anciens dirigeants de France Télévisions qui se compromettent avec des sociétés de production, c'est-à-dire que quand ils sont dirigeants chez France Télévisions, ils signent des contrats extrêmement lucratifs pour des sociétés de production, ils se font ensuite licencier par France Télévisions, ils prennent des centaines de milliers d'euros d'indemnités de licenciement, et ils basculent ensuite dans ces mêmes sociétés de production pour lesquelles ils ont signé des contrats, donc ça peut s'apparenter à de la prise illégale d'intérêt. C'est quelques exemples que je vous cite, mais quand je vois ces dysfonctionnements extrêmement graves qui aujourd'hui minent les missions fondamentales de l'audiovisuel public, font peser un risque de disparition sur l'audiovisuel public, je me dis que moi qui ai tellement apprécié ces programmes-là, je pense comme des millions de Français qui aujourd'hui, j'ai la chance d'être à une position où je peux contrôler l'utilisation de l'argent public, je peux contrôler l'utilisation des 4 milliards d'euros d'argent public des Français, j'ai pas le droit de céder à la moindre intimidation, à la moindre tentative de pression, à la moindre forme d'ingérence d'un actionnaire même très riche, d'un multimilliardaire qui détiendrait nombre de médias, qui demain d'ailleurs pourrait peut-être rédiger des papiers très élogieux sur moi, à la condition que je m'inclinerai à ses intentions. Je n'ai pas le droit de céder parce que c'est là tout le sens de ma mission. Je ne sais pas combien de temps elle durera, je ne sais pas combien de temps je serai élu, mais en tout cas, je pense que ce sera tout l'honneur de mon mandat et de ma mission, quel que soit le temps que je ferai dans cet espace politique décidément bien soumis à ces inflexions et à ces tentatives de pression. Donc voilà, ma seule façon de résister, c'est à la fois cette exigence d'indépendance et de transparence, et aussi, il faut le dire, on est humain, mais aussi ces milliers de messages que je reçois, qui me touchent beaucoup, que je reçois, qui m'encouragent, que je reçois sur les réseaux sociaux. Qui font le contrepoids des menaces. Exactement, des critiques. Parce qu'il faut le dire, je pense que 80% des articles qui sont rédigés par les journalistes aujourd'hui sont des articles totalement à charge, où d'ailleurs, bien souvent, on ne me demande même pas d'apporter le moindre contradictoire. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, alors que ces journalistes, pourtant, portent fiers des exigences de déontologie. Donc, je le regrette, je n'y étais pas habitué. Maintenant, je commence à en comprendre un peu la règle, et je le déplore. Mais quand je reçois des milliers, voire des dizaines de milliers de messages, de courrier à ma permanence, au bureau à l'Assemblée nationale, quand je vois ces appels à tenir bon, à tenir droit, je vous assure qu'on est un peu humain, mais c'est aussi ce qui fait tenir en dépit de toutes ces pressions. Et je remercie vraiment tous ces gens à qui j'ai malheureusement pas l'occasion de répondre individuellement, mais ça me touche énormément. C'est l'occasion de le faire. Est-ce que vous en voulez au service public? Et est-ce que vous mettez tout le service public dans le même panier? C'est-à-dire que vous avez cité quelques exemples de dérapages graves. Est-ce que, selon vous, il y a quand même certaines personnes ou bien certains salariés, employés, je ne sais pas, qui peuvent être peut-être bien, ou bien tout le service public est à jeter? Je veux absolument pas systématiser ces dérives, ces gabegies, ces dysfonctionnements, ces ruptures légales. Je veux pas le systématiser à l'ensemble de l'audiovisuel public. France Télévisions, par exemple, c'est 9000 salariés. J'ai évoqué, c'est un chiffre qui a beaucoup circulé, le salaire moyen chez France Télévisions. 7490 si ma mémoire est bonne. Alors c'est 72 000 euros, c'est ça, 72 000 euros par an. On a une trentaine de directeurs qui sont mieux payés que le président de la République. Il y a une cinquantaine de personnes qui bénéficient de voitures de fonction. On a Delphine Ernotte, cette année, on l'a appris dans la commission d'enquête, alors que l'entreprise est en situation de quasi-faillite, que la trésorerie est négative, qu'elle a cumulé plus de 81 millions d'euros de déficit depuis 2017, que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, ce qui fait peser dans le code du commerce un risque de dissolution. Eh bien, on a appris que Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, allait recevoir une prime de performance pour cette année de près de 80 000 euros. Bon, en fait, toutes ces gabegies, on n'a même pas parlé d'ailleurs pour Radio France des 14 semaines de congés payés des journalistes de Radio France, mais en fait, toutes ces gabegies qui, je pense, ont écœuré des millions de Français, il faut faire la distinction entre nombre d'employés de l'audiovisuel public. Je pense à des techniciens, je pense à des maquilleurs, je pense à des journalistes aussi, qui, pour certains, animent des émissions très écoutées, font leur travail de façon parfaitement consciencieuse. Et qui découvrent ce que vous dites. Et qui découvrent avec la commission l'intérieur même de leur entreprise. Est-ce qu'en douce, certains vous donnent des petites informations ? Beaucoup me donnent, beaucoup de lanceurs d'alerte viennent me voir. Ce qui est d'ailleurs parfaitement étonnant, c'est qu'ils me contactent généralement sous pseudo. Ils me demandent de leur répondre sur des messageries cryptées. Ils me demandent de ne pas enregistrer leur nom sur mon téléphone et sur mon répertoire de peur que je sois écouté. Et lorsqu'ils me donnent rendez-vous après nombre d'échanges et pour les mettre en confiance, ils me donnent rendez-vous souvent dans des endroits où ils peuvent être sûrs
totalement improbables, hein, mais où ils peuvent être sûrs qu'on ne pourra pas les reconnaître ou qu'on ne pourra croiser personne. Donc j'ai aussi pu comprendre tout un système d'omerta, de pression très forte qui pèse sur ces personnes qui me disent j'ai encore 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans de carrière à faire sur l'audiovisuel. Si demain le système médiatique et en particulier l'audiovisuel public me condamne, je ne pourrai pas survivre. Donc vous vous battez pour les Français, mais aussi pour le service, l'audiovisuel public et une partie des salariés qui eux-mêmes sont victimes des dérapages. Exactement. Et donc pour répondre à votre question, je ne mets pas l'ensemble des employés dans le même sac. Beaucoup sont animés par cette mission de service public qui est parfaitement C'est ça, honorable. il y a des programmes qui sont bien. Il C'est reste ça. encore des programmes qui sont bien, qui sont louables, et des salariés, effectivement, qui sont animés de la mission de service public. Exactement, et certains détournent ces missions pour des profits parfaitement personnels, pour une vocation d'enrichissement personnel, pour poursuivre un agenda politique et parfaitement partisan. C'est le cas notamment de certains actionnaires de grosses sociétés de production qui profitent de centaines de millions d'euros d'argent public chaque année dévolus par France Télévisions pour assurer certaines émissions. Donc je ne veux vraiment pas mettre l'ensemble des employés dans le même sac. Et pour répondre à votre question, je pense que le mérite des travaux de cette commission d'enquête, le fait d'éclairer tous ces dysfonctionnements qui ont cours parfois depuis plusieurs décennies, aura un mérite, c'est peut-être de créer un électrochoc pour enfin sauver ces missions fondamentales de l'audiovisuel public. Je pense que le fait d'éviter le débat, d'éviter par exemple de condamner le débat qu'il peut avoir et qui est parfaitement légitime sur pour ou contre la privatisation. Moi, je ne me suis jamais prononcé. Je vous ai entendu vous prononcer pour la privatisation. Et on vous reproche d'être pour la privatisation. Exactement. Certains journalistes, notamment de Libération, de Street Press, du Nouvel Obs, expliquent que je suis le chantre et l'ardent défenseur de la privatisation. Je ne l'ai jamais appelé de mes voeux. Je suis le rapporteur de cette commission d'enquête. J'attendrai la fin des auditions et la remise du rapport pour me prononcer sur des conclusions, mais en aucun cas, je me suis prononcé sur... Et au fond de vous, vraiment, vous n'êtes pas pour la privatisation? Alors, je ne veux vraiment pas dévoiler ces conclusions. Je les sortirai début avril, mais depuis le début, j'ai pu expliquer que j'étais attaché à des missions fondamentales de l'audiovisuel public. Je pense qu'il y a peut-être certains programmes, certaines missions, mais qui mériteraient peut-être d'être réduites et d'être aussi soutenues, d'avoir plus de fonds, en tout cas que certaines chaînes privées commerciales ne pourraient pas forcément assumer, mais ça mériterait en tout cas d'éclairer encore nos travaux jusqu'à la fin de cette commission d'enquête, pour bien le dire, et d'attendre aussi la remise du rapport. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense que le fait d'occulter les débats, le fait de vouloir absolument détourner le regard de ces travaux, le fait de vouloir les discréditer depuis le premier jour, en fait, ne servant rien ces grandes entreprises et l'audiovisuel public. Au contraire, si demain on continue à mettre le couvercle, je pense qu'une entreprise comme France Télévisions, qui selon la Cour des comptes est en risque de disparition et de dissolution, de faillite imminent à cause de graves dysfonctionnements financiers, parfois d'ailleurs, il faut le dire aussi, de soupçons d'insincérité des comptes ou de détournement d'argent public, le fait de ne pas braquer le projecteur sur ces dysfonctionnements condamne définitivement l'audiovisuel public. Donc moi, tout le sens de mes travaux, c'est de braquer un projecteur cru qui va pas plaire à ses dirigeants, qui va pas plaire aux actionnaires qui profitent aujourd'hui de la manne d'argent public depuis des années, qui va pas plaire à un nombre d'animateurs producteurs stars, comme par exemple Nagui, qui s'est enrichi de façon considérable sur l'argent public. Ça va pas leur plaire, mais je pense que le fait de braquer ce projecteur, ça permettra d'apporter des solutions et d'enfin purger ces graves dysfonctionnements pour, je l'espère, sauver les missions essentielles de l'audiovisuel public. Comment vous avez réagi en rebondissant sur Nagui lorsqu'il vous a reproché d'être raciste, si vous permettez, alors que Mediapart avait déjà sorti les chiffres dans l'enrichissement de Nagui, alors que ces informations étaient déjà sorties, mais de votre part, vous avez subitement été accusé de racisme. Comment vous l'avez vécu ? J'ai trouvé ça parfaitement indigne. C'était d'ailleurs la veille, j'ai pas jugé bon de lui répondre parce que j'ai trouvé ces attaques parfaitement ignobles. C'était d'ailleurs à la veille, c'était dans un moment de grande pression de cette commission d'enquête, puisque il a sorti ses attaques sur les réseaux sociaux qui ont été d'ailleurs allègrement relayées par nombre de cadres de l'audiovisuel public. Il les a sortis la veille d'une réunion de bureau qui était importante puisqu'elle devait donner le feu vert à la reprise des travaux de la commission d'enquête. Absolument. On ne savait pas s'il y aurait eu reprise ou pas.
il y avait une grande incertitude. Il a sorti ces attaques extrêmement virulentes Beaucoup ont la veille. découvert qu'il était égyptien, d'ailleurs, ils ne savaient pas, ils pensaient voilà, que c'est un Français comme un autre, tout simplement. Exactement. Et donc, il m'accuse très simplement de braquer le projecteur sur les centaines de millions d'euros qu'il a pu prendre depuis qu'il officie sur le service public avec sa société de production, comme une forme de condamnation ou de reproche sur ses origines égyptiennes et aussi sur son véganisme. Il me dit, voilà, je crois savoir que vous n'aimez pas les véganes. Alors, je l'apprends. Et vous n'avez pas eu envie de J'apprends. lui répondre. Vous avez dit non, ça ne vaut pas le coup. Parce que, au nom de la poursuite des travaux, j'estime que les Vous faites querelles taire vos personnelles, émotions. et c'est ça. Et même pour vous dire, j'ai reçu des centaines, voire des milliers de messages d'insultes, de menaces de mort même, sur mes réseaux sociaux, de gens qui ont pris au pied de la lettre les accusations de Nagui, qui ont vu en moi une personne raciste, une personne animée par la haine, et donc qui sont venus déverser vraiment toute leur haine et toutes leurs menaces sur mes réseaux sociaux. Et si j'ai pas jugé bon de répondre personnellement, c'est parce que je suis rapporteur d'une commission d'enquête. Je pense que le fond des travaux, la poursuite de cette commission qui était menacée à ce moment-là, notamment par la présidente de l'Assemblée nationale, c'était bien plus important que ma propre et ma petite personne. Votre mission vous obligeait. Donc, j'ai pas voulu alimenter une polémique. Je me suis dit qu'il fallait le plus possible sauvegarder et pérenniser ces travaux, aller au bout, pouvoir rendre ce rapport. Nagui sera auditionné dans quelques jours, dans quelques semaines. On n'a pas encore la date exacte. Je ne rentrerai pas dans ces querelles personnelles, mais j'ai été parfaitement indigné qu'une très grande figure de l'audiovisuel public qui profite quasiment du plus de grilles de jeux depuis des années par l'audiovisuel public, qui a été, je pense, qui a fait toute sa fortune grâce à l'impôt des Français, le fait qu'il crache de cette façon-là et qu'il attaque de façon aussi violente et diffamatoire un représentant de la nation qui entend simplement faire son travail d'éclairer les Français sur l'utilisation de leur argent, témoigne à minima d'une grande fébrilité et en tout cas, je pense, d'une forme d'ignominie et d'abjection dans son mode de défense qui, moi, en tout cas, me révolte et me pousse à continuer mon travail jusqu'au bout. Dans un instant, je vais vous poser un peu des questions sur vous, parce que j'ai envie de savoir qui vous êtes, mais vous avez parlé des attaques, des menaces de mort, des insultes et des fausses informations. Quelle est peut-être l'insulte qui vous a le plus touché, peut-être? Et ensuite, quelles sont les fausses informations que vous avez vues passer sur vous et qui vous ont surpris? D'abord, peut-être l'insulte ou la menace de mort qui vous a le plus choqué. L'insulte qui m'a vraiment le plus choqué, parce qu'il n'y a pas eu le moindre propos, la moindre intention, la moindre manifestation dans mon engagement depuis que je suis engagé. Peut-être pour faire un bref parcours, j'ai été engagé assez tôt. Effectivement, j'ai été un jeune militant à l'UMP, puis aux Républicains, depuis que j'ai à peu près 18 ans. Et j'ai toujours été adhérent à ce parti. J'étais le président des jeunes avec Nicolas Sarkozy, à qui je dois notamment mon intérêt et mon éveil politique aussi, dont je suis d'ailleurs resté assez proche, même si j'ai du recul aussi sur le bilan, mais je garde encore beaucoup d'amitié et d'admiration pour la personne. Mais s'il y a une qualification qui m'a particulièrement meurtri, c'est bien celle de l'accusation en racisme que Nagui a relayé massivement. Je crois qu'il a des centaines de milliers d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Donc à partir du moment où il a appuyé sur le bouton diffamatoire du racisme pour lancer une sorte de fatwa à un moment extrêmement important de la commission d'enquête et qu'il y a eu un déferlement de haine, alimenté d'ailleurs par des médias subventionnés qui n'ont pas eu le moindre recul pour débunker les accusations et la mise en cause c'est ce qui vous a fait le plus mal. De Nagui. Ça, je vous avoue que ça m'a fait extrêmement mal parce que c'est évidemment en rupture totale avec mon engagement politique, même mon engagement de toujours. Donc je continue encore à recevoir des messages qui me blessent et auxquels j'ai évidemment pas le temps de répondre. Pour vous dire simplement que j'attaquerai en diffamation un certain nombre de personnes qui, sur les réseaux sociaux, ont relayé de fausses informations, ont relayé aussi notamment les contenus de Nagui, qui, je pense, ont vraiment porté atteinte à mon image. J'irai jusqu'au bout, parce que je pense que c'est parfaitement légitime, même si les procédures prendront du temps, mais je ne me laisserai pas faire, parce que ils ne sont pas en droit de salir
le travail d'un député et même de le diffamer sur des propos ou des actes qu'il n'a pas fait. Donc voilà, ça c'est sur la partie accusation Et sur qui m'ont... la partie insultes, et puis les insultes de racistes, effectivement, ce sont celles qui blessent le plus, ce sont souvent les plus faciles, et moi j'en suis souvent victime, alors que justement, il n'y a pas l'ombre d'une base sur laquelle on peut s'appuyer pour accuser de racisme. Et sur les fausses informations, quelles fausses informations vous avez vues circuler sur vous qui vous ont touché? Alors, sur les fausses informations, je ne pensais pas que la question porterait sur moi. Sur les fausses informations que j'ai trouvées révoltantes, j'en veux par exemple une information, ça fait à peu près depuis 9 ans, depuis que Delphine Ernotte est arrivée à la tête de France Télévisions, que chaque année, France Télévisions se félicite par le biais de communiqués de presse d'avoir mis leur compte à l'équilibre, d'avoir équilibré leurs résultats. Il y a eu un communiqué de presse qui a été publié en mars 2025 qui se félicite de résultats du groupe exceptionnels, de compte à l'équilibre, d'une forme d'effort budgétaire, d'un pilotage dynamique de leurs ressources. Tous ces termes que je vous cite sont des termes que vous pourrez retrouver dans ce communiqué de presse et dont je me suis étonné, j'ai été un peu l'un des premiers à m'étonner, de la grande différence entre la communication officielle de France Télévisions, qui explique en fait que depuis 10 ans, les résultats financiers sont très bons, que les comptes sont à l'équilibre, qu'en fait la représentation nationale peut circuler car il n'y a rien à voir, mais on a attendu le bilan, le rapport de la Cour des comptes en 2025, il y a quelques mois, pour apprendre que l'entreprise était en situation de quasi-faillite, qu'il y avait un risque de dissolution, qu'il y avait un déficit cumulé de 81 millions d'euros que visiblement personne n'avait vu ou n'avait communiqué chez France Télévisions. Donc moi, le premier réflexe que j'ai eu quand on m'a confié cette commission d'enquête qui porte sur la neutralité mais aussi sur le fonctionnement et le financement, c'est de me dire, attendez, ça fait 9 ans que je lis des communiqués de presse parfaitement élogieux sur la tenue financière de France Télévisions et j'apprends de la Cour des comptes qu'en fait, l'entreprise est en risque de faillite. Donc je soupçonne nécessairement une insincérité des comptes, peut-être des comptes maquillés, et je demande à France Télévisions de me transmettre leurs comptes pour pouvoir moi-même vérifier comment ils ont pu réaliser ce type de communiqué de presse, parce que honnêtement, il y a une différence abyssale entre leur communication officielle et ce que la Cour des comptes a relevé. Et pendant 9 ans. Donc, et j'ai été accusé suite à ça, mais tout ce que je vous dis, vous pourrez le vérifier, ce sont des communiqués de presse qui sont sur le site de France Télévisions, et les termes que je vous ai donnés sont et des notamment... vidéos aussi. Et des vidéos, et les termes du dernier communiqué de presse qui date de mars 2025, vous pourrez les retrouver, font état de résultats exceptionnels, de comptes à l'équilibre, d'un pilotage dynamique, d'efforts budgétaires. Quand je vois que France Télévisions, sur ses propres réseaux sociaux, payés par notre argent public, donc il y a une mise à disposition des réseaux sociaux officiels de France Télévisions pour m'accuser de fausses informations, de fake news, pour discréditer les travaux de la commission d'enquête, alors que je ne fais que relayer ce que je viens de vous dire exactement, c'est-à-dire de la Cour des comptes. Mon interrogation, je pose des questions. Pourquoi France Télévisions, depuis 10 ans, nous explique que tout va bien financièrement, alors que la Cour des comptes nous explique parfaitement l'inverse, pour avoir simplement osé poser cette question-là, et pour attendre depuis plus de 2 mois des comptes. Alors, je me permets de dire que depuis quelques jours, mais plus de 2 mois après ma première demande, France Télévisions vient de me transmettre les comptes que j'ai réclamés et j'ai insisté à plusieurs reprises. Avez-vous tous les documents ? Alors, ils m'ont transmis très récemment, plus de 2 mois après ma première demande, sachant qu'une commission d'enquête est une véritable course contre la montre, qu'elle dure à peine 6 mois, et qu'ils ont pour l'instant interdit aux administrateurs de l'Assemblée, à mes collaborateurs, d'accéder à ces documents. Donc, ils m'ont apporté des milliers de documents au moment de la reprise des auditions, sachant que le rythme d'audition est acharné. On en a entre 7 et 8 par semaine, que préparer des auditions de façon minutieuse, ça nécessite pour moi un temps considérable, que je passe des journées à faire ces auditions. Donc, ils savaient parfaitement que le fait de me remettre ces milliers de documents au moment où les auditions reprenaient, j'allais pas pouvoir disposer d'un temps suffisant pour étudier les documents. Les analyser, oui. Et comment vous faites du coup ? Alors jusqu'à présent, j'avoue, ils me les ont remis il y a un peu plus d'1 semaine. Les auditions ont reprise. Les journées ne font que 24 heures. Et j'essaye surtout que les administrateurs et mes collaborateurs, dans une rupture totale des usages de l'Assemblée nationale, n'ont toujours pas accès à ces documents. France Télévisions refuse de leur donner accès, alors que c'est de droit. Les administrateurs de l'Assemblée nationale, pour aider le rapporteur, doivent pouvoir accéder à ces documents et aider le travail d'audit des documents réclamés. Donc pour l'instant, je suis bien seul.
J'essaye de partager mon temps au mieux. J'ai pu à peine auditer peut-être que 5% des documents que France Télévisions vient de me remettre extrêmement tardivement. Donc, je dénonce vraiment une entreprise d'entrave dans le travail de cette commission d'enquête. J'espère que France Télévisions va une bonne fois pour toutes donner accès aux administrateurs à ces documents pour que les administrateurs puissent m'aider. Mais ce qui est certain, c'est que rien n'est fait et c'est une rupture légale totale et manifeste de la part de France Télévisions pour aider les travaux de la commission d'enquête. Donc j'attends par exemple que la présidente de l'Assemblée nationale, qui semblait si prompte à condamner soi-disant mes questions insistantes dans le cadre de mes auditions, eh bien là joue son rôle de garante de l'indépendance des travaux de commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Et j'espère qu'elle va agir et qu'elle va demander à France Télévisions de se soumettre à la loi et d'ouvrir l'accès aux documents à toutes les personnes concernées. Comment ça va avec le président de la commission d'enquête ? Moi, je me suis toujours gardé, j'ai jamais voulu le critiquer. Pourtant, nombre de perches m'ont été tendues. Je considère que son travail n'est pas évident. Il est député macroniste, il fait partie du groupe Horizon, le groupe d'Édouard Philippe. C'est une interprétation et elle ne relève que de moi, mais je pense que probablement qu'Édouard Philippe, l'intention d'Édouard Philippe pour 2027, c'est de ne pas se mettre à dos l'audiovisuel public. Et en même temps, ce serait pour eux une erreur politique, une faute politique fondamentale de censurer les travaux de la commission d'enquête. Parce que ce sont des travaux qui sont appelés par une immense majorité des Français, quelle que soit d'ailleurs leur appartenance politique. Oui, les Français attendent des résultats. Les Français, effectivement, suivent cette commission et effectivement, il est, à mon avis, coincé entre la volonté d'utiliser l'audiovisuel public s'il accède au pouvoir et effectivement la demande de vérité de la part des Français. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a probablement une injonction contradictoire qui est très compliquée à assumer par le président. Je ne veux pas l'accabler parce que son rôle est difficile et délicat. J'ai jamais voulu alimenter la moindre polémique. Pour moi, ce qui compte, c'est la poursuite de nos travaux. C'est le fond du sujet. C'est pas tant la méthode, c'est pas tant la forme. C'est qu'on puisse vraiment, pour la première fois de l'histoire de l'Assemblée nationale, éclairer les Français sur l'utilisation de leur argent sur l'audiovisuel public. Et c'est aussi pour ça que je ne veux pas critiquer le président. Il a un rôle délicat et j'espère surtout, je compte sur lui pour qu'on aille au bout, je compte sur lui pour qu'il tape du poing sur la table vis-à-vis de France Télévisions, parce que pour l'instant il est malheureusement assez pudique sur le sujet, mais qu'il rappelle à France Télévisions ses obligations de m'envoyer l'ensemble des documents et de donner accès aux administrateurs, à mes collaborateurs. Voilà, c'est ce que j'attends de lui aussi. Effectivement, que le président, ça soit lui qui sorte l'affaire de Merwan Benlazar, effectivement cet humoriste qui, sous couvert d'humour, a appelé à un cordon sanitaire vis-à-vis de ce qu'il appelle l'extrême droite. Je me suis dit, tiens, pourquoi c'est pas Charles Aloncle, c'est lui ? Comment ça s'est passé en réalité ? Il faudra lui poser la question. Moi, c'était effectivement l'un des faits qui m'avait interpellé. J'ai posé beaucoup de questions d'ailleurs lors de ces dernières auditions sur ces tentatives répétées sur les chaînes de l'audiovisuel public, en fait, de ne pas inviter des représentants de certains partis parce qu'ils seraient qualifiés par ces mêmes personnes d'extrême droite. On a cette personne-là, qui est un humoriste, dont j'ai posé la question notamment à la médiatrice de Radio France, à la présidente du comité d'éthique de Radio France, qui se réfugie derrière l'humour en me disant non, mais l'humour, on n'est pas là pour disqualifier l'humour. Bon, par ailleurs, Guillaume Meurice a été sorti de l'antenne pour des blagues qui étaient jugées antisémites. Donc ça montre qu'il y a aussi une frontière, mais c'est toute la question, il y a aussi une frontière entre ne permet pas tout. Le respect de la loi et le pluralisme est un objectif à valeur constitutionnelle et en même temps l'humour. Donc ça, c'est une première réponse. J'entendais aussi monsieur Gilles Bornstein, je crois, qui en 2022, sur un plateau de France Info de TV, expliquer très tranquillement que Éric Zemmour n'était pas invité, que Éric Zemmour était interdit d'antenne. Interdit sur France Info. Sur France Info TV. Et Charline Vanhoenacker, récemment, je crois au micro, j'ai peur de dire une bêtise, de France Inter ou de France Culture, en tout cas expliqué qu'elle avait été choquée à un moment de devoir faire une interview de Marine Le Pen, que ça l'avait beaucoup peiné et d'une certaine façon justifier, elle est belge, justifier le cordon sanitaire mis en place en Belgique contre l'extrême droite. J'ai interrogé en audition il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps, le secrétaire général du syndicat du SDJ, syndicat des journalistes, et je lui ai posé la question. Il y a un cordon sanitaire
contre la prétendue extrême droite en Belgique, qui fait que les médias publics belges, notamment la RTBF, ne peut pas inviter des personnes représentantes de partis qualifiés d'extrême droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous estimez que ce serait une proposition souhaitable en France? Cette personne, secrétaire générale du syndicat des journalistes, FDJ, a expliqué que c'était une idée intéressante. Et le directeur général de Reporters sans frontières, de la même façon, a eu une réponse un peu plus évasive, mais n'a pas condamné ces appels répétés, y compris sur le service public en rupture, n'a pas condamné cette proposition de cordon sanitaire. Et puis ça, c'est une petite musique qu'on entend sur l'audiovisuel public depuis longtemps, alors que le cahier des charges l'interdit, alors que la loi du 30 septembre 86 interdit effectivement toute mise à l'écart d'un parti politique, encore plus si c'est un parti politique qui est premier dans les sondages, premier dans la représentation politique à l'Assemblée nationale, premier à être plébiscité par les Français. Et là, en toute impunité, que fait l'ARCOM? C'est une question qu'on peut se poser. En toute impunité, on entend cette petite musique régulière sur le fait que la droite nationale n'a pas accès dans les médias de service public, alors que c'est un devoir. Justement, l'ARCOM doit veiller à ce devoir d'équilibre dans les médias. 13% seulement de présence du Rassemblement national sur France Inter. C'est quand même assez étonnant que jusqu'à présent, ça passe crème, si vous permettez l'expression. 13% sur France Inter. Je posais aussi une question récemment. Il y a eu 7% sur France Culture pour le Rassemblement national lors d'une récente période Et donner la parole électorale. ne veut pas dire adhérer, mais ça fait partie des obligations. Ça fait partie des obligations. Et pour tout média. Et qui, sur certains moments extrêmement importants, ne sont absolument pas respectés par les antennes de l'audiovisuel public. Mais visiblement, reprendre les chiffres de l'ARCOM, reprendre les chiffres aussi publics de ces chaînes de l'audiovisuel public et interroger les dirigeants en leur expliquant « Mais attendez, pourquoi est-ce qu'il y a une sous-représentation chronique de certains partis en premier lieu le Rassemblement national, mais c'est aussi le cas, par exemple, sur certaines chaînes de la France Insoumise. » Et quand je dis ça, beaucoup de médias de gauche tronquent un peu ma réponse et expliquent que je ne suis que le syndicat et le représentant d'une crèmerie politique d'extrême droite, mais je suis parfaitement objectif. Je constate aussi que sur certaines chaînes, il y a une sous-représentation chronique de la France Insoumise et qu'il y a une surreprésentation d'un certain nombre de partis, comme le Parti Socialiste, comme Europe Écologie Les Verts, qui correspond d'ailleurs à des profils de militants, de certains dirigeants de l'audiovisuel public. Par exemple, le numéro 2 de France Télévisions, M. Cid Montgomez, qui est relativement jeune, a été embauché par Delphine Ernotte, il avait 27 ans, il n'avait travaillé que pour Europe Écologie Les Verts. Il est embauché, jamais journaliste, jamais ayant travaillé dans une société de production, jamais de carte de presse. Il est embauché à près de 27 ans comme directeur de cabinet de Delphine Ernotte et quelques années après, il devient numéro 2 officiel du premier groupe d'audiovisuel français de plus de 9000 salariés. Et en plus de ça, Delphine Ernotte, il y a quelques semaines, lui accorde dans son périmètre déjà très large le contrôle, le management de la direction de l'information. Donc il devient de fait le manager direct de près de 3000 journalistes, alors qu'il n'a pas de carte de presse, qu'il n'a jamais été journaliste. Et qu'il a une étiquette politique à gauche. Et qu'il a une étiquette politique. Et c'est le cas aussi donc, chez Radio France, M. Mellet, qui est le numéro 2 de Radio France, qui est responsable de la ligne éditoriale de Radio France et qui expliquait dans un portrait de Libération publié il y a quelques années que dans une autre vie, il aurait été un cadre du Parti Socialiste, qu'il avait toujours voté soit pour le Parti Socialiste, soit pour Europe Écologie Les Verts, et qu'il se félicite que la meilleure façon, au fond, de façonner une opinion ou de changer les idées d'une société, c'était de travailler dans les médias plutôt que de faire de la politique. Et donc, quand j'interroge les différents dirigeants de l'audiovisuel public en expliquant que à ces deux postes stratégiques, les deux numéros 2 de Radio France et de France Télévisions, ils ont placé des militants assumés, revendiqués. Est-ce que c'est pas déjà une première entorse évidente à cet objectif de pluralisme et d'honnêteté inscrite dans la loi? Et donc là, voilà, là forcément, on m'attaque, on m'accuse d'être d'extrême droite, d'avoir un certain prisme, d'être militant, de vouloir privatiser l'audiovisuel public, alors que ce ne sont que des faits. On vous accuse de poser des questions. Charles Laloncle, on sent chez vous cette détermination. Vous êtes une machine de guerre, on dirait. Qui êtes-vous, en fait, au fond? D'où vient cette détermination? Je pense qu'elle vient vraiment de mon souci d'éclairer les Français. En fait, ces faits que je vous donne
aujourd'hui, que j'essaie de relayer un maximum, sont des faits qui sont pourtant malheureusement connus déjà depuis des années, mais qui n'ont jamais pu trouver un écho suffisant, médiatique, politique et même sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui me heurte particulièrement. Quand je vous parle par exemple des centaines de millions d'euros de contrats passés avec des sociétés de production payés par l'argent public, quand je vous parle d'entorses manifestes à des principes, à des objectifs à valeur constitutionnelle, quand je vous parle de profils militants de dirigeants de l'audiovisuel public, quand je vous parle d'anciens dirigeants de l'audiovisuel public qui, au vu et au su de tout le monde, se sont compromis en devenant multimillionnaires, en signant des contrats avec des sociétés de production, en se faisant licencier sur l'argent du contribuable pour aller ensuite dans ces mêmes sociétés pour lesquelles ils avaient signé des contrats, ce sont des informations qui sont déjà connues. Mais moi, en débarquant, en étant élu depuis quelques mois, voyant que ça n'a pas suscité la moindre polémique, que ça n'a même pas appelé et amené à la moindre correction ou au moindre changement, soit législatif, soit de règlement, et je vous assure qu'en fait, en voyant ça, ça me rend dingue. Parce que je me dis, je me dis qu'il y a des Français qui travaillent dur chaque jour, à qui on demande toujours plus d'efforts, pour qui le moindre dépassement de la loi sera, en fait, une mort sociale. Réprimé de façon extrêmement sévère et implacable. On n'attendra même pas la moindre récidive pour les rappeler à la loi, mais il existerait en tout cas en France des espaces protégés, en tout cas des espaces qu'on devrait tenir éloignés de la vue et de la lecture du peuple, parce que ce sont au fond des totems. Ça vous rend dingue. Et ça, je vous avoue que c'est un vrai moteur politique pour moi de faire toute la lumière sur ce type d'espaces qui ont jusqu'à présent été quand même très épargnés. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes engagé tardivement en politique. Enfin, vous aviez 18 ans, vous avez 32 ans maintenant, c'était à l'UMP. Qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé en politique à 18 ans? À 18 ans, on n'a pas forcément envie de faire de la politique. Pourquoi vous, oui? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Si j'étais parfaitement honnête, je pense que le goût du débat familial m'a aussi éveillé. Je pense que la campagne de 2007, dont j'ai été témoin, j'étais à peu près à la fin du collège à ce moment-là, et la campagne de Nicolas Sarkozy, tout le monde s'en souvient. J'ai du recul aujourd'hui, mais tout le monde s'en souvient. Je pense que ça a été une nouvelle étape dans la façon de faire française. De la politique entre les années Chirac et les années Sarkozy, pour les jeunes notamment qui étaient éloignés de la vie politique, qui, quand ils écoutaient un discours de Jacques Chirac ou une interview de Jacques Chirac, trouvaient ça extrêmement protocolaire, trouvaient les termes pompeux, en tout cas considérer qu'il n'y avait pas forcément de réponse un peu cash et directe et s'ennuyer devant une émission politique. Avec Nicolas Sarkozy, et d'ailleurs, on peut aussi rendre hommage à Ségolène Royal qui, avec ses qualités et ses défauts, a réussi aussi à faire de cette campagne 2007 une campagne qui a intéressé des millions de Français. Ça a été une nouvelle ère politique. Avec progressivement en plus l'émergence, l'arrivée des réseaux sociaux, où il y avait une sorte d'horizontalité de la vie politique et un peu moins de suprématie médiatique pour que les gens participent davantage au débat politique et citoyen. Donc voilà, je pense que cet électrochoc vient aussi de cette campagne, avec des meetings exceptionnels, ces meetings. Et là, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit, je veux faire de la politique, je veux aider les Français, je veux un jour devenir, je sais pas, président de la République? Je me suis dit à ce moment-là que la façon dont certains parlaient de la France, moi, m'attrapait vraiment aux tripes. Certains discours avec un souffle rédigé à l'époque, je crois, par Henri Guénaud. J'avais jamais entendu de tels mots qui posaient aussi bien mon amour de la France et ma fierté aussi d'être français. Et donc, il y a eu certes un appel politique, mais il y a eu un appel éminemment patriote aussi, qui, je pense, a pris le dessus. Et à l'issue de mon parcours scolaire et de mes études, je me suis dit qu'il y avait un peu deux voies. Il y avait le privé, défendre des intérêts privés, et il y avait aussi servir le pays. Les deux ne sont pas incompatibles, mais j'ai toujours essayé de poursuivre ce deuxième objectif, parce que je pense à la fin que la vie est extrêmement courte, et il vaut mieux se lever le matin en se disant qu'on peut être utile pour son pays, même à sa petite mesure, et ça peut prendre bien des engagements, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient politiques, et qu'ils soient dans le privé aussi, à condition que la cause soit juste et collective. Mais voilà, c'est aussi cet appel-là qui a fait que je ne veux pas me résoudre à simplement défendre des intérêts privés, à simplement poursuivre un enrichissement personnel.
Je pense qu'à la fin, ce qui reste, c'est ce qu'on a fait pour une cause commune qui nous dépasse. Et là, aujourd'hui, vous sentez dans votre appel à aimer et à sauver la France. Je pense, parce que la situation aussi, je pense que la situation de la France est aujourd'hui critique. Il y a une espèce de grand compte à rebours qui est enclenché. Je pense que 2027, très honnêtement, est la toute dernière chance aussi de sauver le pays sur un nombre d'indicateurs qui sont irréversibles. Donc, peut-être que je vous donnerai pas le même discours dans 10 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, on est au pied du mur. Il y a une sorte de barreau d'honneur qui se joue. Et si on n'arrive pas à changer les choses de façon immédiate et radicale dans quelques mois, en fait, on ne sauvera jamais ce pays qu'on a tant aimé et qu'on voudrait aussi un peu continuer à perpétuer. Donc, c'est aussi ce sentiment d'urgence qui a fait que je me suis engagé aussitôt, parce que j'étais entrepreneur juste avant. J'aurais pu rester dans ce parcours d'entrepreneuriat et me dire... il suffira de me faire un peu d'argent pour ensuite, dans ma quarantaine ou quand j'aurai 50 ans, m'engager. Vous avez tout laissé tomber pour devenir politique. Vous étiez entrepreneur, vous avez aussi travaillé dans la banque et là, vous vous êtes dit, voilà, je m'engage en politique. Voilà, donc on a bien compris effectivement cette mission et cet appel un peu qui venait de loin depuis donc la campagne de Nicolas Sarkozy. Comment vous avez grandi? Que faisaient vos parents? Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Combien? Alors, j'ai grandi, c'est aussi pour ça que je pense que cet appel politique, on est forcément conditionné aussi par notre environnement social, notre environnement familial. Il ne faut pas le nier. On ne part pas avec les mêmes chances dans la vie, on ne part pas avec le même environnement. Moi, j'ai bénéficié d'un environnement, je pense aussi assez politique, ou en tout cas très porté sur les missions publiques. Mon père était dans la préfectorale, il a été sous-préfet, c'est la raison pour laquelle on a fait nombre. On a beaucoup déménagé. Quand j'étais enfant, on déménageait à peu près tous les 2 ans ou toutes les 2 années et demie, ce qui était un vrai motif de frustration au moment où il fallait plier bagages parce que ça supposait de rompre avec des amis, ses camarades, avec un environnement. Donc, j'étais le plus triste des enfants au moment où on m'annonçait qu'il fallait partir, parfois d'ailleurs en pleine année scolaire, mais après quelques mois de mise en place dans un nouveau lieu, je trouvais que la France était d'une richesse inépuisable. Je m'étais déjà accommodé à des nouveaux accents, à des nouvelles traditions culinaires, à des nouveaux paysages, et je pense que c'est ce qui a aussi participé à ma passion, à mon amour du pays, à mon sentiment aussi patriote. Je me disais au gré des déménagements qu'en fait, je ne serais jamais déçu. Donc c'est aussi ce qui a forgé, je pense, mon sentiment très patriote assez tôt. Et ma mère, donc ma mère est juriste de formation. Elle est devenue professeure des écoles. Elle a été enseignante notamment en école primaire. Elle a eu beaucoup de vie dans sa vie, beaucoup de vie professionnelle. Aujourd'hui, par exemple, elle donne des conférences d'histoire de l'art. C'est sa passion et je trouve ça magnifique de vivre pour sa passion. Donc voilà, elle a eu beaucoup de vie, mais il y a eu l'enseignement notamment. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup appris parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient aussi ces codes, notamment éducatifs, ce que tous les enfants n'ont pas. Donc, si je suis là aussi, c'est grâce à eux et c'est grâce à leur vigilance sur ma réussite scolaire. Vous avez des frères et sœurs? Et des frères et sœurs, oui, j'en ai 2. Moi, je suis le dernier. Un grand frère et une grande sœur qui ne partagent d'ailleurs pas tous les mêmes idées politiques, ils ne sont pas du tout dans le même milieu. Ils ont 38 ans et 35 ans. Donc, je suis. Et ils sont dans quel milieu? Pas dans la politique, donc? Ils ne sont pas du tout dans la politique. Pas du tout dans la politique. Mon frère est plutôt dans le conseil et dans le conseil de gestion. Et ma sœur est plutôt dans l'univers un peu du marketing. Donc, ils travaillent tous les deux pour des entreprises privées. Ils suivent avec beaucoup de curiosité ce que je fais, mais en tout cas, non, ils sont très Et vous entendez bien avec votre famille, alors, frères et sœurs? On s'entend très bien. On s'entend très bien. On est très soudés, on est très unis. C'est ce qui m'aide aussi beaucoup. On parlait des attaques au début de notre conversation. Avoir une famille soudée autour de vous, qui vous défend de façon inconditionnelle, d'avoir une sorte de refuge. Je pense que c'est essentiel pour réussir, que ce soit dans la politique ou pour réussir d'une façon générale. L'amour inconditionnel, c'est la seule condition, je pense, de l'épanouissement d'une personne. Et je leur en suis Vos parents évidemment... sont fiers de vous?
Il faudra leur poser la question, je pense. Je pense d'ailleurs qu'ils écouteront ils écouteront ce podcast. Non, ils me suivent beaucoup. J'ai l'impression qu'ils sont fiers. Ça me touche d'ailleurs énormément parce que je leur dois forcément énormément dans cette exposition et dans ce travail-là. Mais après, voilà, ça n'empêche pas qu'on ait des divergences aussi de vie. Je vous montre une petite photo. Qui est sur cette photo ? Ah bah ça, c'est moi, même si évidemment, c'est... Et où étiez-vous ? Et à quel âge aviez-vous ? Alors, l'âge, c'est compliqué. En tout cas, ça date pas d'hier, ça, c'est sûr. C'était en Charente-Maritime. Je reconnais la plage. Au bord de la plage. Ouais, exactement. C'était la plage du Platin en Charente-Maritime. Qu'est-ce que ça vous pas loin de évoque, cette Royan. photo ? Ça m'évoque évidemment des moments extrêmement heureux, des moments familiaux, des moments où on a pour seule boussole que la joie, les loisirs et savoir quel jeu on pourra utiliser dans les prochaines heures. Non, c'est évidemment des moments heureux, des moments familiaux qui m'ont construit. Tout le monde n'a pas forcément le plaisir d'en bénéficier. Mais non, c'est sûr que c'est aussi ça qui m'a construit. Votre famille, votre environnement familial, votre éducation. Mon petit doigt me dit que lorsque vous aviez 7-8 ans, vous avez été à 2 doigts d'avoir une carrière de comédien. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Vous êtes bien informé. Le Petit Prince. Exactement. Qui, je pense, alors si vous avez vu la photo, si la photo est montrée, je pense que... Ah, je ne l'ai pas celle-là, c'est dommage. Non, mais en tout cas, la photo non, celle-ci, que vous avez elle sera montrée. Ça tient probablement déjà au caractère capillaire. Parce que j'étais vraiment, quand j'étais enfant, j'étais vraiment blond-blanc. Enfin, c'était même pas blond, c'était les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Et donc, effectivement, j'étais très jeune. Mes parents, j'adorais ça, m'emmener assez régulièrement au théâtre. Et je ne sais plus, c'était peut-être pour le Malade imaginaire ou en tout cas devant un théâtre, on faisait la queue et quelques personnes sont venues me voir pour me dire vous ressemblez au Petit Prince. Incroyable. Et on réalise un casting en ce moment d'enfants pour pouvoir incarner ce rôle-là, sachant qu'il y a une tournée du Petit Prince en France qui sera faite. Et donc, j'ai passé le casting, parce que forcément, j'étais à l'époque très intéressé. Enfin, à l'époque, j'étais tout jeune, mais le théâtre était un univers qui me fascinait. Magique, évidemment. Et donc, effectivement, j'ai passé ce casting, ce qui était très troublant, parce que je me suis retrouvé entouré de plus d'une centaine d'enfants, de garçons blonds de mon âge ou un peu plus. Donc, dans un théâtre parisien, c'était en pleine semaine, donc c'était assez troublant. C'est une sorte de concours de sosie. Oui. Et j'ai eu Avez-vous réussi ? La grande chance d'avoir été retenu dans ce casting-là. Et donc là, il y a une espèce de grand dilemme familial. Mais bon, que mes parents ont tranché, moi, je n'avais pas trop voix au chapitre. À cet âge-là, on ne peut pas vraiment mesurer les conséquences d'une telle décision. Mes parents ont fini la mort dans l'âme, il faut le dire. Et moi, j'étais le premier extrêmement déçu par cette nouvelle, parce que moi, je trouvais ça formidable. Parce que vos parents ont refusé. Mes parents ont refusé. Mes parents ont refusé parce que ça supposait d'interrompre la classe pendant un peu plus d'1 an, parce que c'était une vraie tournée dans toute la France, dans quelques pays aussi francophones. Donc, même les cours, je crois, à distance n'étaient pas possibles. Ça supposait vraiment soit de sauter une classe, soit d'interrompre totalement les cours. En plus d'être assisté par un parent, ou en tout cas un adulte de sa propre famille. Ouais, les conditions étaient très compliquées. Ça a été une vraie frustration, vraiment immense. J'ai eu le plaisir d'avoir été invité 1 an après à la dernière représentation qui avait lieu dans un théâtre parisien du Petit Prince, où je me suis vraiment senti... un sentiment un peu j'avais l'impression que la personne qui était sur scène était un imposteur parce que je me sentais devoir être à la place, alors que effectivement que le garçon qui m'avait remplacé était extrêmement talentueux et probablement bien plus que moi. Mais voilà, ça a été vraiment, pendant longtemps, je me suis dit peut-être que je suis passé à côté d'une carrière. D'une carrière, en tout cas d'un moment de vie, que j'aurais regretté pendant très longtemps. Quel rapport vous avez avec le théâtre aujourd'hui ? Vous y allez régulièrement, ou bien vous n'y allez plus du tout au théâtre, ou bien vous avez gardé peut-être au fond de vous, peut-être une envie, peut-être de faire du théâtre un jour, après la politique, qui sait ? Ou bien le théâtre, ou bien la politique, c'est aussi du théâtre. Quand j'ai découvert l'Assemblée nationale, je me suis vraiment dit que c'était un théâtre républicain. Ah oui. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'objets et beaucoup de mises en scène qui font penser au théâtre. Les rideaux, par exemple. Pour rentrer dans l'hémicycle, vous devez franchir des rideaux
que des appariteurs, que des huissiers vous ouvrent, un peu comme au théâtre. Quand, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale arrive, vous devez vous lever, c'est quasiment les 3 coups annoncés par la garde républicaine à force de tambour où vous vous levez, et puis après, chacun joue son rôle. Et c'est ce que je déplore d'ailleurs, parce que je vois que derrière des coulisses, derrière les rideaux, dans des salons feutrés, se jouent nombre d'accords qui derrière sont dénoncés. Enfin, il y a tout un jeu qui échappe parfaitement aux citoyens, qui échappe parfaitement à ceux qui votent, que moi je conviens de dénoncer, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus hypocrite et de condamnable que des doubles discours entre des salons feutrés où on va passer des accords et en même temps des choses que l'on va dénoncer dans l'hémicycle. Donc moi, ce que je regrette effectivement, c'est que l'Assemblée nationale a tendance un peu trop à être une sorte de théâtre. On le voit d'ailleurs dans les discussions budgétaires. On voit que nombre d'accords ont été scellés dès le premier jour entre le Parti socialiste, les Républicains, les macronistes, qu'ils font semblant pendant des semaines politique. Pour faire durer l'acte, pour faire durer la pièce, d'être en désaccord pour mieux se retrouver à la fin dans des fausses menaces, notamment de Sébastien Lecornu, de dissolution que personne n'appelle de ses voeux entre le PS et LR. Donc voilà, et pardon, je suis très lent dans ma réponse. Et vous ne jouez jamais au théâtre politique? Probablement que la posture politique et défendre des intérêts partisans est une forme de rôle. Mais moi, j'essaye, j'espère que ça ne me rattrape pas. Je pense ne pas être irréprochable, vraiment. Mais j'essaye du mieux que je peux, surtout de défendre avant tout les intérêts des Français, quelle que soit leur appartenance politique, quel que soit... je représente des Français qui n'ont pas tous voté pour moi, et ce qui compte à la fin, c'est de pouvoir les servir du mieux que je peux, quelle que soit leur appartenance politique. C'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais vraiment, je pense que l'honneur d'un élu, c'est surtout pas de revendiquer son appartenance politique, mais c'est à la fin d'être utile. D'être utile aux Français. Charles-Henri Aloncle, la gauche vous critique beaucoup sur votre prénom. Est-ce que ça vous frustre? Est-ce que ils disent que vous avez laissé tomber le Henri? Pourquoi? Quel rapport avez-vous avec votre prénom? Vous pouvez voir, j'arrive facilement maintenant, c'est une sorte de révélateur assez facile. Les papiers de gauche m'appellent Charles-Henri et les papiers plutôt neutres ou en tout cas de droite m'appellent Charles. Les papiers de gauche m'appellent la Guadeloupéenne, les papiers neutres m'appellent Christine Kelly. C'est ça, donc au moins c'est une bonne... Si je me permets de donner un conseil à ceux qui nous écoutent, si vous voyez un papier où on m'appelle Charles-Henri, c'est qu'il est forcément un peu biaisé. Et sur les autres, en fait, j'assume parfaitement. Effectivement, mon prénom à l'état civil, c'est Charles-Henri. Charles-Henri Aloncle. Tout comme, par exemple, j'ai appris que Ségolène Royal, son vrai prénom, c'était Marie Ségolène Royal. Elle s'est faite appeler assez rapidement dès qu'elle a été élue Ségolène Royal, probablement par préférence ou un certain nombre de critères. Et vous? Moi, j'assume. En fait, effectivement, mon prénom à l'état civil, c'est Charles-Henri, mais ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, c'est que ma famille m'a toujours appelé Charles. Et mes amis, notamment mes professeurs, m'ont toujours appelé Charles-Henri. Donc, ce qui est d'ailleurs bizarre, ça devrait être l'inverse. Et ma famille m'appelle Charles, mes amis m'appellent Charles-Henri. Donc, je sais aussi, dans mon entourage, dans mon cercle proche, je sais que quand on m'appelle Charles, c'est plutôt familial et Charles-Henri, c'est plutôt amical. Les gens m'appellent comme ils l'entendent. Moi, je trouve que les deux prénoms, j'aime beaucoup ces deux prénoms. Mais vous êtes bien avec Charles ou Charles-Henri? Absolument. Il n'y a aucune polémique. La gauche reproche aussi que sur votre parcours, ne serait-ce qu'à travers votre prénom, ça fait un peu appel à Éric Zemmour, la gauche se rapproche peut-être d'Éric Zemmour, mais en tout cas que vous êtes peut-être déconnecté des réalités sociales, que vous avez été un peu favorisé, que vous n'êtes pas en prise directe avec les réalités sociales, pas en politique. Qu'est-ce que vous leur répondez par rapport à votre parcours, par rapport à qui vous êtes? Je leur réponds que de tout mon parcours, notamment mon parcours professionnel, j'ai toujours voulu une forme de représentation des Français. Dans mon parcours, par exemple, professionnel, lorsque j'étais entrepreneur et que j'ai monté une entreprise, c'était... une banque en ligne pour les professionnels, mais elle s'adressait aux auto-entrepreneurs, aux très petites entreprises et aux PME. Et tout le but de cette initiative, c'était notamment de développer des outils de gestion pour aider ces entrepreneurs qui ne bénéficiaient pas de directeurs financiers, qui ne bénéficiaient pas de conseils juridiques, qui étaient noyés dans toute cette paperasse juridico-administrative typiquement française, de pouvoir les aider à bien réaliser leur travail.
Et ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est une entreprise qui pendant très longtemps n'a pas été rentable. Donc, on vivait aussi de levée de fonds. On vendait, par exemple, ce compte bancaire avec tous ces outils de gestion pour un maximum de 19 euros par mois. Les premières formules étaient à moins de 10 euros. Donc, tout ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment orienté pour défendre le tissu entrepreneurial français, pour défendre ceux qui travaillent, ceux qui sont vraiment, qui vivent ce labeur au quotidien sans forme d'aide, et aujourd'hui pour défendre et représenter les Français. Donc je trouve que les accusations de la gauche qui ne vont s'en remettre qu'à un prénom, qu'à un état civil, qu'à des a priori, mais qui ne réussiront jamais à dépasser ça pour aller voir exactement ce que la personne a fait derrière, pourquoi elle s'est engagée, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'elle a pu créer comme valeur, quel a été le sens et le dessein collectif qu'elle a voulu donner à sa vie et à son engagement. En fait, ces gens-là, je trouve qu'ils ont une lecture extrêmement partielle et partiale, parfaitement biaisée, et je trouve ça regrettable parce que nombre de portraits qui ont été rédigés sur moi se sont arrêtés à cette anecdote et à ce détail, et je vous remercie d'ailleurs de l'avoir souligné, du prénom et de l'état civil. Ils ne sont pas allés tellement plus loin sur notamment cette entreprise que j'ai créée, qui je pense a aidé, je l'espère, des milliers d'entrepreneurs et d'auto-entrepreneurs à s'en sortir dans cette espèce de marasme. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, depuis que je suis élu à l'Assemblée nationale, je suis président du groupe d'études simplification à l'Assemblée. La lutte contre la bureaucratie, la simplification, notamment pour tous ces millions de Français, ces petits entrepreneurs qui créent de la valeur au quotidien, qui créent de l'emploi et que personne n'aide. Pour moi, c'est vraiment, je ne les ai pas lâchés. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette entreprise ? Alors, on était, au moment où je suis parti, on était 2 associés. J'ai dû un peu la quitter du jour au lendemain. L'entreprise comptait un peu plus de 150 employés. J'ai été extrêmement attaché. J'y ai passé à peu près 7 ans. Je les ai tous recrutés, formés. Ça a été une aventure qui a été formidable. Et c'est aussi pour ça que, au moment où on m'a demandé de me décider, sachant qu'Emmanuel Macron avait laissé, suite à la dissolution, très peu de temps, moins de 20 jours avant l'élection, il fallait se déterminer en à peine quelques heures. Ça a été un choix cornélien, un vrai dilemme. Et donc, j'ai décidé de me présenter à cette élection. Par chance, j'ai été élu. Et donc, au moment où j'ai été élu, j'ai abandonné toute fonction, notamment exécutive. J'ai pas de part dans l'entreprise. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et aujourd'hui, je garde un contact amical avec ses employés. Je les revois très régulièrement. Et pas de regret? Non, pas de regret. J'ai adoré ces années-là. J'ai adoré cette expérience. Je pense que ça m'a beaucoup nourri aussi sur les méthodes du privé, sur la réalité du tissu entrepreneurial français, sur tous les obstacles que les petits chefs d'entreprise, les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs vivent au quotidien. Ça a été vraiment un shot de lucidité sur l'état délétère de l'administration française, sur toutes les entraves qu'on met à ceux qui essayent de s'en sortir et qui n'ont en fait qu'une ambition demain, c'est de pouvoir quitter le pays. Donc aucun regret, et maintenant j'ai l'impression à ma place de pouvoir être encore plus utile que ce que je faisais dans le privé par ailleurs. On a parlé de la commission, on a parlé de votre parcours, on a parlé de vos parents, on a parlé de vos frères et sœurs, de votre famille. Est-ce que vous êtes amoureux? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? On veut tout savoir. C'est des grandes questions. Des grandes questions. Alors, je pense que malheureusement, j'ai un peu loupé ma vie personnelle pour différentes raisons. Des raisons aussi d'aléas. Je pense qu'il y a une part de chance qui est importante aussi dans la vie personnelle. Parfois, dans une vie, on peut tomber amoureux plusieurs fois, on peut rencontrer la personne qui nous convient, et parfois, en fait, on peut traverser toute une vie sans le faire. Et j'ai eu la grande chance, évidemment, de tomber amoureux plusieurs fois. À 32 ans, non, effectivement, merci de remuer le couteau dans la plaie. Non, mais non, effectivement, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Et fiancé? Amoureux? Non, je suis pas fiancé. Donc comme ça vous donne du temps pour les dossiers, mais quand même. Mais en tout cas, ça ne m'empêche pas d'être heureux à titre personnel. Et bon, malheureusement, la vie politique est telle que depuis que j'ai été élu, il y a une espèce d'exigence totale. Et j'ai vraiment en plus l'impression que le moment est tellement important que là, enfin, pour être très concret, depuis notamment cette commission d'enquête a démarré. Sacrifié.
Mon presque. quotidien, il se résume à des allers-retours entre mon domicile dans le sud de la France, à Mollio, dans l'Hérault, à quelques kilomètres de Montpellier, mon bureau-chambre à l'Assemblée nationale et les salles de l'Assemblée nationale pour la commission. Donc, j'ai pas une minute, et vraiment, hein, de façon véridique, j'ai pas une minute Mais que je peux consacrer à vous ma vie espérez personnelle. quand même peut-être un jour. Oui, bah bien sûr, je pense Vous que me direz, vous me tenez au courant. le dessin d'une vie, c'est effectivement, Pas je pour tout le pense, monde, pas pour tout le monde, hein. ah mais je pense que le rapport à l'amour est l'une des conditions d'accomplissement et d'épanouissement les plus fondamentales. Servir un dessin qui nous dépasse, avoir le sentiment d'être utile et d'œuvrer à une cause collective, je pense que c'est un moteur extrêmement précieux et fondamental dans une vie. Mais je pense que l'amour est aussi un pilier qu'il faut savoir cultiver. Il ne faut pas être blasé, il faut toujours réussir à le chercher. Et ouais, je ne suis pas marié à 32 ans, mais Vous avez le temps. je ne me sens pas condamné. Ouais. Pour terminer notre entretien, cet entretien est marqué, ce podcast, Quelle histoire pour l'amour, pour la France. Si vous y avez un mot, vous avez parlé de la France, vous avez parlé de 2027, ce carrefour important, cette élection qui arrive. Si vous avez un mot à donner aux Français, un amour pour la France à témoigner, quelle phrase de conclusion, quel encouragement, quel mot vous avez envie de donner aux Français, vous qui aimez la France, vous qui avez la France dans les tripes, vous qui avez justement ce patriotisme viscéral qui coule dans vos veines et qui coule dans votre engagement politique. Vous me prenez un peu de cours. Je pense qu'il y aurait bien des citations magnifiques qu'on pourrait donner. Mais s'il y en a une qui est un peu personnelle, c'est je pense que notre génération est condamnée au courage. Je pense vraiment, et je vais essayer d'être le porte-parole de cette génération qui hérite d'un pays qui aujourd'hui est à genoux. Je ne veux pas condamner les différentes personnes, on n'est pas là à la fin pour faire de la politique et pour être dans la condamnation Regardons pure. Demain. Regardons demain, et je pense vraiment qu'on est dans un moment qui est tellement important que tous ceux qui se sentent patriotes, qui dorment mal ou ont des difficultés parfois à s'endormir parce qu'ils sentent leur pays totalement vaciller, certains qui sentent que dans leur obligation professionnelle, ils ne se sentent pas parfaitement alignés parce qu'ils aimeraient, d'une façon ou d'une autre, servir le pays. Ceux qui ont l'impression de passer totalement à côté d'une vie parce qu'ils aimeraient demain contribuer à un effort de redressement national, à une fierté aussi tricolore. Je pense que ces gens-là, moi, j'ai traversé les mêmes atermoiements, j'ai traversé les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes dilemmes. Moi, j'ai un message que j'ai envie de leur faire passer, c'est que le jour où l'occasion se présente, peut-être qu'elle sera rare, mais il ne faut pas hésiter, il ne faut pas tergiverser, quel qu'en soit le coût, quelles que soient aussi les condamnations que vous allez pouvoir subir, quelles que soient les personnes qui vont s'éloigner de votre chemin, si le sens de votre vie et de votre mission, et si vous vous sentez encore perturbé à l'idée que la France vacille, demain, le jour où vous en aurez l'occasion, saisissez-la, quel que soit le mode d'engagement, qu'il soit associatif, qu'il soit politique, qu'il soit professionnel, servez la France, parce que la France est la plus belle cause qui nous dépasse et qui doit nous rassembler. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire à titre militant et à titre électif. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, comptez sur moi pour honorer cet engagement du mieux que je pourrai, quel qu'en soit le temps, parce que je trouve que la France est le plus beau dessin qu'on peut servir. Merci beaucoup. C'était Quelle histoire, l'histoire de ceux qui aiment la France avec Charles Laloncle. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, sur YouTube, Deezer, Spotify. Merci infiniment de nous avoir été fidèles.